On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur les matchs. On va parler un petit peu de la causerie. Euh, Est-ce que tu la prépares? Je suppose que oui. Comment Oui, tu la prépares? c'est préparé. Tu peux pas arriver le dimanche dans le vestiaire en tournant le doigt dans le cul, là. Ah, qu'est-ce que je vais dire aux gars, quoi? Ah, salut, allez les gars, on y va. Allez les gars, on y va. Allez les lions, on y va. Allez les gars, on y va. Voilà, allez, allez. Bon, bah on y va alors. Bon, bah ok, on y va. Non, ça marche pas comme Est-ce que, ça. est-ce que tu as par exemple un rituel? Par exemple, je sais pas, les joueurs rentrent à un certain moment, tu arrives à un certain moment. Comment ça se passe concrètement? Pareil, je vais peut-être pas encore me faire des copains là. J'ai horreur de la musique dans le vestiaire avant le match. On s'est cru où là? On est au Club Med là ou et moi je suis le géo ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Les mecs qui t'expliquent ouais c'est parce que comme ça on se met dans le match. Ouais, ferme-la. Moi je vais te mettre dans le match mais il n'y a pas besoin de musique. Donc Et pourtant, ça se fait chez les pros. Enfin, ça vient des pros. Après, je ne veux pas dire ouais, que c'est bien, c'est pas bien, mais ça vient de chez des pros. ouais, quand je vois les mecs, les pros arriver avec leur casque sur la tête, ils dansent presque. Ils écoutent ce que j'ai à leur dire. Et la causerie, alors là, il faudra peut-être un jour que tu consultes un des joueurs avec qui j'ai évolué en tant que coach. C'est quelque chose. Des fois même, c'est peut-être trop parce que j'ai des joueurs qui sortent du vestiaire, ils pleurent. Et donc, il faut aussi là-dessus que je voie un petit peu si c'est bénéfique ou pas. Christophe, la causerie, tu sais, on a travaillé le lundi, le mardi, le jeudi à l'entraînement. On a parlé foot le lundi, le mardi, le jeudi. À 1 heure du coup d'envoi, tu pourras demander, hein, je parle plus foot. On s'est préparé, on est là. Par contre, il faut que, et c'est là que c'est le côté mental qui prend l'ascendant en fait. À 1 heure du coup d'envoi, Christophe, tu vas pas faire des cours de foot à tes joueurs parce ils savent jouer au foot, ils savent ce qu'ils ont à faire. Par contre, il faut qu'ils sachent pourquoi ils rentrent sur le terrain. Et ça, c'est tout l'art de transcender quelqu'un. Il y a en 14-18 ou 39-45, pour envoyer les jeunes au combat, au feu, on les faisait boire. Voilà. Les jeunes, ils partaient à l'abattoir, mais parce qu'ils avaient bu, et du coup, ça leur donnait une force. Moi, je ne fais pas boire mes joueurs avant le match, mais je veux qu'ils boivent mes paroles. Et en fait, c'est des histoires de la vie que je leur raconte. Et ce n'est pas des histoires que j'invente. C'est du vécu, c'est quelque chose qui doivent les chercher au plus profond d'eux-mêmes. Et quand ils sortent du vestiaire, comme je te dis, certains ont même les larmes aux yeux. J'ai des gens du club qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir assister à cette fameuse causerie. J'ai des femmes qui m'ont des fois appelé en me disant je ne sais pas ce que tu racontes à mon mari, mais c'est plus le même. Il est différent. Voilà, tu sais, moi, quand j'étais petit, j'avais pas assez d'argent pour que mes parents ils me payent le tour de manège, tu vois. Donc j'avais le droit à un tour de manège et j'étais comme un fou dans le bordel parce que je voulais décrocher le pompon là. Parce que si tu décrochais le pompon, tu avais le droit à un deuxième tour de manège. Et ben, si je suis sur un tour de coupe, ben, ça va être une image et je vais leur parler un petit peu de cette enfance un peu difficile, un peu compliquée, où rien n'est facile, où j'ai pas été élevé avec une cuillère en argent et j'ai décroché le pompon. Tu vois, le pompon, je l'ai eu. J'ai pas marché sur la gueule aux autres gamins qui étaient dans le manège, mais parce que j'ai fait preuve d'abnégation, parce que je savais que je voulais encore m'amuser un petit peu, donc je suis allé chercher ce pompon. Voilà, tu vois, par exemple, c'est un fil rouge que tu peux transmettre à tes joueurs dans le vestiaire pour leur demander d'accéder au second tour de ce tour de coupe. Voilà, je suis assez dans la métaphore, je suis assez, voilà. Je me sers aussi de l'histoire de tous mes joueurs. Il faut connaître ces joueurs
Il y a des joueurs qui ont perdu un papa alors qu'ils étaient jeunes. Il y a des joueurs qui ont vécu un accident de voiture où ils ont perdu un copain ou une copine. Il y a des joueurs qui ont eu des graves maladies quand ils étaient plus jeunes. Et tout ça, il faut le transformer dans le positif parce que pendant 1 heure et demie, c'est la bataille. Et c'est l'histoire de la vie, en fait. T'es sur un terrain comme t'es dans la vie. Tu peux pas tricher. Donc si t'es un loser dans la vie, tu seras une merde sur le terrain. Et si la vie, elle t'a pas fait de cadeau, ou si t'as relevé des défis, ou si personne ne croyait en toi, mais t'as décroché quand même ton bac, eh ben c'est quelque chose que tu peux faire aussi sur le terrain. Donc la causerie, elle est vachement axée sur l'humain, sur la vie en elle-même, ce qu'elle peut nous amener de bien, en fait. Voilà. Et les mecs, putain, ils prennent une tarte dans la bouche. Ça m'arrive aussi d'en pleurer dans le vestiaire. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé une fois où je me suis mis tout nu dans le vestiaire. Voilà, les gens ils vont me prendre pour un ouf, mais et moi je me suis mis à nu. Donc ils ont eu le droit à ma vie dans mon intimité avec mes blessures et mes joies. Et je leur ai dit, écoutez, faites-moi plaisir. Voilà, tout simplement, faites-moi plaisir. Et faire plaisir, c'est pas prendre les 3 points. Hein. C'est de la façon où ils vont évoluer sur le terrain. Et c'est voilà, on est là pour transmettre des choses, Christophe. Voilà, on n'est pas juste là avec une baguette magique et son BMF et son BEF en poche. Et moi, je suis le boss. Moi, personne ne m'apprend rien du football. C'est l'école de la vie, c'est les valeurs, c'est la famille. Moi, je leur ai fait voir des photos de mes grands-parents en train de s'embrasser. Voilà, tu peux pas décevoir tous ces gens-là. Voilà. Et le foot, il sert à ça. Et la causerie, elle est axée là-dessus. Et ça peut déstabiliser le jeune, le joueur. Et en fait, tu voulais lui tirer le meilleur de lui-même. Et puis, il est tellement déboussolé parce qu'il vient de prendre une tarte dans sa gueule pendant 20 minutes. Et c'est là que le capitaine, il prend les rênes et il prend le relais. Parce que mon rôle, moi, il s'arrête à ce moment-là. Et c'est le capitaine derrière qui prend le relais et qui reprend un petit peu la main sur le groupe. Et là, le capitaine va leur parler un petit peu de certaines choses. Et voilà, donc c'est une belle complicité entre le coach et le capitaine. Et c'est pour ça que le choix du ou des capitaines est important. Des fois, tu te trompes parce qu'il est dans la continuité de la causerie, le capitaine. Ça, c'est important. Voilà, tu m'excuses, j'ai mis un peu de temps là-dessus. Non, c'est intéressant. À cœur. Ouais, mais j'ai quand même un petit peu contrebalancé ce que tu dis. Après, on est tous différents. Donc, il y a des joueurs, quand tu fais entre guillemets une causerie, j'entends classique, avec les rappels, tout ça. Tu le sais aussi, tu as des joueurs qui ne sont pas intéressés, qui sont en train de bailler, tout ça. Et je suppose aussi que quand tu fais des causeries un petit peu émotionnelles, comme tu viens de le dire, ça peut aussi ne pas intéresser certains joueurs, je suppose, non? Non, ça intéresse tout le monde. Non, ça intéresse tout le monde. Parce que aussi, sur certaines causeries, tu viens donner un petit mot à chacun d'entre eux. Tu as tes 14 et tu viens donner un petit mot à chacun d'entre eux. Parce que tu connais leur vie, parce que tu t'es intéressé à eux. Tu sais s'il est au chômage, tu sais si la femme elle a des problèmes de santé, tu sais si le gars il vient de rencontrer sa petite copine. Tu t'intéresses à sa vie, donc il y a des causeries où chaque joueur a le petit mot du coach. Et c'est des mots, c'est des moments qui sont importants, même les remplaçants, parce que les remplaçants souvent, non. Donc ça intéresse tout le monde, Christophe. Je pense que les gens se trompent. Nos gamins ont besoin d'attention et ils ont besoin d'affection. C'est pas parce qu'ils sont keblos sur leurs jeux vidéo, ils sont un peu déconnectés de la réalité et tout ça, qu'ils n'ont pas besoin de ça. Tout le monde a son histoire, tout le monde a une valise avec des choses plus ou moins réjouissantes ou pas dedans. Et du coup, ça intéresse tout le monde. L'histoire de la vie, les émotions,
connaître son copain qui est assis à côté, à sa droite, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde. Mais il n'y a pas une certaine forme comme par exemple à Oberhofen où tu étais plusieurs années, si tu me dis que tu es toujours sur un discours un petit peu, on va dire, émotionnel, est-ce que tu n'as pas eu cette peur ou cette impression que ça devient un peu une routine justement pour les joueurs d'être toujours sur la même fibre émotionnelle justement? Ça change, mais c'est vrai que c'est un moment particulier. Voilà, et tu vois, même des copains qui jouaient en réserve, le dimanche, ils venaient à la causerie du dimanche après-midi parce qu'ils en avaient besoin. C'est bien un peu de parler des vraies choses, quoi. Ça fait du bien à tout le monde. Il faut employer les bons mots, il faut lui mettre les émotions, il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai fait une fois un truc, j'ai mis mon 14 et j'ai donné le marqueur à chaque joueur pour qu'il me dise pourquoi il allait jouer aujourd'hui. Pourquoi ou pour qui. Donc voilà, tu mets ton tacti-foot, tu mets tes joueurs. Voilà, il y a Fevzi ici, il y a Andy, il y a Tanjou, il y a Seb, il y a David. Et là, je donne le marqueur et je lui dis maintenant, aujourd'hui, tu vas me dire pour qui ou pourquoi tu joues. Pourquoi tu es venu ce dimanche avec moi. Pourquoi tu as répondu présent à ma convocation. Inverse les rôles. Et j'ai pas été étonné parce que je connaissais mes joueurs. Mais par contre, les autres copains du vestiaire ne connaissaient pas spécialement le pote avec qui ils avaient l'habitude de boire un coup ou un truc comme ça. Donc, il faut choquer un petit peu tout ça. Donc, on est dans l'émotion, mais on est dans la vraie vie. Et puis, il faut inverser les rôles. Tiens, pourquoi tu joues toi aujourd'hui? Explique-moi là. Tu vas m'expliquer en un mot ou deux. Ouais, c'est toi. Je te dis, moi, j'ai pas fait les cours de préparateur mental et tout. Mec, il se masturbe avec ça. Moi, je suis préparateur mental. C'est de la merde. C'est une certaine forme de préparation mentale. Elle est peut-être différente ou on peut peut-être même dire qu'elle est un peu exotique peut-être d'une certaine manière, mais voilà, c'est une certaine forme peut-être différente du cursus classique, mais le but pourquoi tu fais ça, c'est pas pour te la raconter, pour raconter ton histoire. L'objectif pourquoi tu le fais, c'est pour booster tes joueurs pour les minutes qui vont venir sur le match. Christophe, je pense que il faut faire preuve de charisme en fait. Toi, je crois que si dimanche je rentre dans le vestiaire et que je leur parle du réchauffement climatique, je crois que les mecs ils vont m'écouter en fait. Ça dépend comment tu abordes le sujet. Voilà. Je le fais pas parce que c'est pas un sujet voilà, pour moi qui me paraît, et puis c'est pas à moi d'en parler. Mais tu pourrais leur parler de la fête foraine machin, et ils t'écouteraient quand même. Ça dépend de comment tu leur amènes et puis ce que tu imposes dans le vestiaire. C'est pour ça, et les types là qui commencent à mettre du rap américain ou du Joule dans le vestiaire alors que dans une heure on joue au foot, et tu vas m'éteindre ça rapidement parce que ça me gonfle. Et par contre, quand je vais à l'extérieur et que l'équipe dans le vestiaire d'à côté le fait, ça me fout dans une rage pas possible, mais que je les rassure, hein, qu'ils continuent à le faire parce qu'en fait ça me met encore plus les nerfs et j'ai encore plus envie de leur mettre une tannée en fait. Voilà. Maintenant qu'on mette la musique à la fin et tout, c'est la fête du foot. Même si on a perdu, bah, les copains à côté ils font la fête, c'est normal. Et j'ai vu des types, ils viennent jouer chez toi, ils emmènent leur enceinte et ils te mettent la musique. Et t'as qu'une envie, hein, c'est de leur mettre une branlée à ceux-là. Et donc voilà. Donc un petit conseil pour ceux qui ont l'habitude de faire ça, continuer à le faire. Moi ça me transcende, moi ça me plaît bien. Moi. Mes joueurs ils font pas ça. Quand même sur la causerie, il y a quand même des rappels entre guillemets tactiques. Rassure-moi quand même. Parce qu'il y a forcément des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Donc, ouais. Non, là, toi, tu as ton crowbar. Donc, moi, tout ça, c'est préparé. Hein, c'est solennel, un peu tout ça. Moi, le dimanche matin, après avoir vu l'équipe réserve, je suis à la maison pendant une demi-heure et je prépare mon match. Tac, tac, tac. Et là, voilà, il y a un petit mot pour chacun. Il y a des consignes. Il y a des phases de jeu. Tout est expliqué sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Et dans ma causerie, je décline en général. Je pars du gardien ou je pars de l'attaquant, ça dépend, tu peux décliner dans un sens comme de l'autre. Et
au moins chaque ligne ont des consignes, savent ce qu'ils doivent faire ou pas faire. On parle de foot quand même, hein, un petit peu. Voilà, je leur demande de. Voilà, si par exemple, je vais peut-être demander à mon arrière latéral droit ou mon piston, en l'occurrence, si je joue en 3-5-2, et je lui dis écoute, sur les 20 premières minutes, je veux au moins 4 centres. J'en ai rien à foutre. Tu te démerdes comme tu veux. Sur les 20 premières minutes, je veux au moins que tu me fasses 4 centres. Voilà, ça fait partie du plan de bataille, parce que pour moi, le match, c'est une bataille. Pareil, c'est pas parce qu'on parle de bagarre ou de bataille qu'on n'est pas fair play. Hein. Moi, en face, pendant 1h30, c'est mes ennemis. C'est mes ennemis du foot. Mais en même temps, c'est mes meilleurs amis. Parce qu'à la fin, je vais aller féliciter le coach adverse, je vais aller féliciter l'attaquant adverse qui m'en a mis 3 dans la tête. Je vais aller boire un coup avec le supporter adverse qui m'a insulté du haut de sa tribune. Parce que c'est aussi ça, c'est ça aussi le foot amateur, c'est les joies de tout ça. Mais voilà, une consigne, ça peut être ça. Mon piston là, je veux 4 centres dans les 20 premières minutes. Tu te démerdes. Donc du coup, tu fais les appels. Les milieux, ils savent que s'ils montent, il faut qu'ils reçoivent le ballon pour qu'ils centrent. Il y a des consignes quand même. Ouais, encore heureux. Il y a un plan de bataille. Non, il y a un plan de bataille. On passe au match. Les premières minutes, sur quoi tu fais attention? Est-ce que tu fais attention à ton équipe, à l'adversaire, comment il joue, par rapport à ce que tu as dit sur la causerie? Comment tu procèdes? Ou alors tu laisses venir le match comme il est? Tout à l'heure, tu me posais la question si je m'intéressais aux équipes que je rencontrais. Je te disais moyennement, hein, mis à part sur les matchs de préparation. Donc, quand le match il démarre, ce que j'aime bien faire, quand il y a une tribune, pareil, les gens ils me prennent pour un débile, mais bon, tant pis, ils ont le droit. Quand le match il démarre, ce que j'aime bien, s'il y a une tribune, c'est que je me casse du banc. Je monte dans la tribune et je regarde les 5 premières minutes. Et je ferme ma gueule. Bon, c'est dur. Pendant 5 minutes, pas m'entendre, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'essaye de me forcer à fermer ma bouche pendant 5 minutes. Et en fait, je prends de la hauteur et je regarde l'équipe adverse. Tu regardes la formation, comment ils jouent? Ouais. Souvent, les 5 premières minutes, ils sont assez parlantes. Alors, s'il n'y a pas de tribune, je reste sur... Enfin, je suis jamais assis. Je ne conçois pas qu'on soit assis alors que tes joueurs ils sont en train de crapahuter sur le terrain. Donc, je suis toujours debout en fait, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et les 5 premières minutes sont consacrées à l'équipe adverse. Donc, j'analyse un petit peu l'équipe que je rencontre. Et si du coup je m'aperçois que je me suis trompé ou le coach d'en face il m'a bien niqué, il faut vite que je réagisse. Parce que c'est aussi ça qu'on demande à un coach. Hein. Voilà, tu as ton système en place, toi tu penses avoir fait les bons choix, et puis si tu vois au bout de 5-10 minutes que l'équipe en face, elle te l'a fait à l'envers et qu'ils sont plutôt bien en place et qu'ils vont te faire passer un 90 minutes un peu pénible, du coup ça te permet éventuellement de faire le changement qui va bien, hein. Le fameux 12e ou 13e ou 14e, au bout de 10 minutes il peut rentrer. Hein. Plutôt de jouer ton 3-5-2, on va vite se remettre un peu. Non, on va pas jouer comme ça. Voilà. Donc les 5 premières minutes, ils sont dédiés à ça. Puis après, sur le match, tu demanderas à nos arbitres du coin. Je leur fais passer un sacré moment. Quoi. Je suis pas trop cool avec eux quand même. Je suis pas sympa. On va y venir. Ouais. Avant de parler de l'arbitre, quel type de coach es-tu pendant les matchs? Peut-être si on peut faire un parallèle avec un coach pro pour voir un peu le profil. Est-ce que tu es plutôt calme? Est-ce que tu es plutôt le coach qui encourage? Bon, tu m'as dit que tu n'es pas le coach qui reste assis. Mais c'est quoi? Quel type de coach pendant le match? J'essaie d'être le 12e homme. J'essaye d'aider mes copains. Je suis bienveillant avec eux. J'aime pas qu'on soit injuste avec eux. Je prends ma douche après le match. Ça veut tout dire en fait. Ça veut dire que j'ai participé au match. En même temps, j'ai pas envie de les téléguider. Je suis pas avec une manette de PlayStation. Donc, je les encourage, je les félicite, je les déboîte. Je leur dis des choses qu'ils n'ont pas spécialement envie d'entendre parfois.
Mais tout ça, à chaque fois, c'est pour leur bien. C'est pour qu'ils sortent du terrain la tête haute, grandis. Quand je vois qu'un joueur il est en difficulté, il faut l'aider, il faut lui tirer la tête de l'eau. Des fois, il faut le sortir pour son bien. Voilà, les spectateurs me jugent sur 1h30 le dimanche. Ils savent pas ce que je fais toute la semaine pour ces enfants que j'aime tant, que je fais pas de cadeaux. Je suis pas là pour leur faire de cadeaux. Et il y a une incompréhension en fait des gens qui me voient comme ça le dimanche après-midi en dehors de la bain courante et les joueurs avec qui j'entretiens une relation spéciale et avec qui je partage ma passion, quoi. Donc, je suis un drôle de mec et je suis parfois un sale con, comme je t'ai dit déjà. Euh, un sale con de quelle façon? Est-ce que tu peux être par exemple un coach qui va gueuler sur un joueur? Je pense pas gratuitement, mais est-ce que tu peux être un gars qui va gueuler sur ce joueur parce que tu sais que ce joueur il a besoin de ça, et à l'inverse, à l'autre joueur, il va falloir plus que tu sois un peu plus crème, que tu l'encourages, que tu sois un peu plus positif. Tu fais attention entre guillemets au profil de joueur par rapport à ce que tu dis sur le terrain. Ouais, bien sûr. Maintenant, pour expliquer quelque chose à un joueur, des fois, il faut lui parler dans la bouche. Voilà, ça suffit, quoi. Donc, je jamais j'insulte un joueur, jamais, jamais, jamais. Ça, c'est interdit, ça sort même pas de mon vocabulaire, ça. Je peux pas. Mais même mon propre fils, hein, qui est un très bon joueur, euh, qui me fait plaisir à voir à l'entraînement et au match, et ça, pour moi, ça reste un joueur. C'est pas mon fils, mais c'est un joueur. Je me rappelle une anecdote hein, à Moterne, match important, et on a envie de jouer ces matchs-là contre les copains de Moterne. Parce que jouer à Moterne, c'est sympa. Il y a, il y a le public qui est derrière et tout. C'est des vrais amoureux du football. On est dans le village des Gaulois, là. Moi, ça me plaît bien, tout ça. Et puis, j'ai mon fils qui veut faire sa star, quoi. Bon, on me dit, je t'aime, hein, t'inquiète. Mais au bout de 10 minutes, je le sors. Je lui dis, tu dégages. Tu vas au vestiaire. Tu te prends pour qui? Voilà. Donc, si moi, je suis capable de faire ça à mon propre fils, tu te doutes bien que c'est valable pour tous les autres. Mais il m'en a pas tenu rigueur. Je pense qu'au moment où je l'ai fait, j'avais raison. Donc s'il y a un joueur qui a besoin que j'y tire les oreilles ou j'y secoule un peu les mirettes, je le fais. Et si je l'ai fait et que rapidement je me suis aperçu que je me suis trompé, je vais le voir et je m'excuse. Je m'excuse. Voilà, je suis pas inodore, sans saveur, incolore. Je suis leur tuteur. Tu vois, c'est comme une plante, comme une fleur, il a un tuteur. Donc tu peux avoir des belles fleurs avec des beaux pétales et tout, mais le mec qui tient ça, c'est le tuteur, tu vois, c'est le bout de bois que tu as mis. Et moi, je suis ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on me paye, et c'est pour ça que je suis là tous les dimanches, c'est pour ça que je suis là tous les mardis, les jeudis. Voilà, j'aime bien être le 12e homme. Voilà, voilà, tu tires ton groupe vers le haut, et puis tu perds ensemble et tu gagnes ensemble. La règle, hein, Christophe, tu la connais. Hein. Quand l'équipe elle gagne, c'est grâce aux joueurs, et quand elle perd, c'est à cause de l'entraîneur. Ouais.
Bon, déjà, on rentre au vestiaire et puis on prend un petit temps de. Voilà, tout le monde se pose un peu là. S'il y a des choses à dire, il faut les dire. Parler pour rien dire, ça sert à rien. À la mi-temps, on remet un petit peu de l'ordre s'il y a besoin d'en mettre. On félicite s'il y a besoin de féliciter. On trouve des solutions si on doit en trouver. C'est un moment de réflexion, la mi-temps. Comme je t'ai dit, en fait, au bord du terrain, je suis très vivant. Donc, en fait, que j'avais envie de leur dire, ils ont déjà reçu le message pendant 45 minutes. J'attends pas la mi-temps pour replacer un mec, pour replacer mon bloc, pour expliquer au mec qu'on n'est pas dans le bon truc là. J'attends pas la mi-temps. Hein. C'est trop tard. Là, on a déjà perdu 45 minutes. Donc, ce que je devais dire, entre guillemets, ils ont déjà reçu le message. La mi-temps va être plus un moment de réflexion et on réfléchit un petit peu à ce qu'on peut améliorer éventuellement ou ce qu'il faut conserver, expliquer les changements à venir peut-être, parce que tu vois, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un joueur à la 60-70e minute par exemple, mais les copains qui sont déjà sur le terrain, ils savent pas ce qu'on lui a demandé à ce joueur. Je m'explique. Si à un moment donné, on est en 3-5-2 et que ça se passe bien, je vais leur expliquer, écoutez, il y a le copain qui va rentrer. À partir du moment où on va rentrer, on va jouer dans telle configuration, si ça se passe bien. Donc voilà, la mi-temps, c'est plutôt c'est un break. Si ça va bien, on se le dit. Je les félicite. Ça m'est arrivé de féliciter mes joueurs alors qu'on perdait 2-0, parce qu'on jouait bien, parce que ce qu'ils faisaient, ça me plaisait. Et puis, faire du cirque pour faire du cirque à la mi-temps, ça m'est arrivé, le coup de gueule, comme tous, pour un petit peu rebooster tout ça, mais c'est jamais méchant. Donc le mi-temps, c'est un moment de réflexion plutôt, et on trouve les solutions, enfin surtout moi, parce que c'est pas à eux de les trouver. Et puis c'est un moment d'échange, parce que quand tu es sur le bord du terrain, tu vois pas tout, tu n'entends pas tout, et donc les joueurs peuvent te donner des indicateurs. Il faut écouter aussi les joueurs à la mi-temps. Ceux qui veulent parler, il faut les laisser parler. Pas trop. S'ils commencent à parler plus que le coach, c'est qu'il y a un problème. Mais voilà, la mi-temps, c'est un moment d'échange aussi. Ok, donc en gros, bilan un petit peu de ce qui est positif et négatif de la première mi-temps et tu projettes un petit peu et des solutions à apporter ou à amener pour la deuxième, quoi. Ouais, c'est ça, on fait une petite synthèse de ce qui s'est passé pendant les 45 minutes parce qu'on a préparé notre match. Le coach, il a fait ses choix, il a imposé un système de jeu avec des titulaires et des remplaçants. Donc la mi-temps, ça peut être un bon moment pour dire est-ce que on est dans le bon style ou on s'est trompé. Voilà. Alors, si tu t'es trompé et que tu t'en aperçois à la 20e minute, il ne faut pas attendre la mi-temps pour changer. Mais voilà, comme tu as dit, c'est une petite synthèse. Et après, et tu vois, là, du coup, par rapport à la causerie, on n'est plus dans l'émotion ou quoi que ce soit. On est dans la réflexion, on est dans la tactique, on parle football, paf, paf. Et puis, s'il y a un copain qui est un peu en dessous, et ben, je vais demander aux autres de l'aider. Voilà, tout simplement, c'est un sport collectif. Et donc, en fait, j'aime pas les mi-temps. J'aimerais bien que ça dure 1h30 comme ça. Parce que ce que j'ai à dire, je le dis sur le bord du terrain. Voilà, les mecs comme ça, ils soufflent un peu. Voilà, la mi-temps, elle se passe naturellement. Elle se passe naturellement. Genre, je suis pas du genre à claquer la porte. Maintenant, s'ils ont des choses à se dire, je m'en vais, je le sens. Voilà les gars, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je vous laisse tranquille. Dans 3-4 minutes, l'arbitre il va siffler. Parlez-vous. Je suis pas là, parlez-vous. Voilà. Et moi, je me relâche de ma guitoune là, et puis j'attends sereinement la deuxième mi-temps. Est-ce que ça t'arrive aussi justement entre guillemets, de pousser une gueulante tout en étant calme? C'est-à-dire, tu vois, tu sens que l'équipe a besoin
d'être réveillé et tu joues un petit peu la comédie, tu vois, parce que tu sens que le groupe il a besoin de ça, il a besoin d'être réveillé. Ou alors, autre question, si tu pousses une gueulante, c'est toujours entre guillemets naturel, c'est que ça vient, c'est que tu penses que ça en a besoin et ça vient naturellement. C'est pas trop une pièce de théâtre, le score. Je me considère un peu plus comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire que tu as placé tes violons, tu as placé tes cordes, tu as placé tes cuivres, il faut que la musique elle soit bonne. Toi, tu es le coach, tu as écrit la partition. Voilà. Donc si les cuivres, ils sonnent faux, si le mec à la guitare, il te fait de la merde, il faut que le chef d'orchestre, il remette un peu d'ordre dans tout ça. Donc s'il faut les secouer, s'il faut secouer les cuivres, s'il faut mettre un coup de 12 aux cordes, tu le fais. Parce que tu as envie que la musique soit belle. Parce que tu as des gens qui te regardent. Et ils ont payé leur place. Voilà. Et tu as un maillot sur les épaules. C'est un maillot qui a peut-être 80, 100 ans, tu vois. Donc il faut que la musique elle soit belle. Voilà. Donc à la mi-temps, si le chef d'orchestre il doit remobiliser un petit peu ses troupes, et s'il faut que le mec à la trompette il soit remplacé par un mec au trombone, tu le remplaces. Et donc ouvrir sa gueule à la mi-temps pour pas que ça soit productif, parler pour rien dire en fait, ça sert à rien. Mais effectivement, ça peut arriver, ça arrive où les mecs, on rentre, on a 2-0 dans la tronche et ils font la gueule parce qu'ils font les efforts, ils font tout ce qu'il faut, mais c'est pas récompensé. Ils pensent que je vais les allumer à la mi-temps et en fait, je les félicite. Alors c'est un peu ambivalent, c'est contradictoire parce qu'on perd 2-0, on est à la maison, on joue bien et le coach il nous félicite et on perd. Bon. Si tu es bon, tu peux gagner 4-2. Et après, comme tu as dit, c'est parce que tu perds que tu fais un mauvais match. Ce serait trop simple. Malheureusement ou heureusement, ce serait trop simple de toujours rester sur le résultat. Hein. Et des fois, tu rentres au vestiaire, les garçons, ils sont frustrés, ils sont énervés, parce qu'on joue bien et on perd. Alors, quelle attitude dois-tu adopter, toi, en tant que coach, par rapport à ça? Il faut faire une analyse bienveillante et quelque chose de concis et construit. Voilà. C'est ça, un bon coach, c'est aussi ça, hein, Christophe. Les garçons, ils attendent beaucoup de toi en fait. Hein, tu sais, ils font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils doivent sur le terrain, mais ils ont besoin de tes conseils. Hein, les garçons en senior encore aussi et encore plus. Hein. Il faut être bon et des fois on n'est pas bon. Des fois, on n'est pas bon. Tu cherches aussi, même si tu l'as déjà dit un peu auparavant, tu cherches un petit peu l'échange aussi, tu les questionnes pour qu'eux ils trouvent les solutions ou c'est plutôt, même si c'est toi t'as dit, c'est plutôt à toi d'apporter les solutions. Est-ce que tu aussi, peut-être plus chez les jeunes, où tu les questionnes pour qu'eux ils aient une certaine forme de réflexion par rapport à ce qui est passé, ou c'est plutôt toi qui vas toujours apporter les solutions? Non, tu les questionnes parce qu'ils ressentent des choses sur le terrain que toi tu ressens pas. Voilà, toi, voilà, tu vois ça d'un œil extérieur, mais à eux aussi, et c'est là que c'est bien, à eux aussi de trouver les solutions par rapport à leur adversaire direct, par exemple. Donc, et s'il n'arrive pas à les trouver, peut-être tu peux l'aider. Hein. Donc, il y a des petits trucs où des fois les joueurs ils pensent pas à certaines choses. Voilà, un gaucher qui déborde sur le côté, quand tu vas défendre, pousse-le vers l'extérieur, quoi. Sors-le du terrain. Voilà, ou sinon, à contrario, fais gaffe, c'est un droitier, il rentre sur son pied droit à chaque fois, tu vois bien qu'il te l'a fait, travaille là-dessus. Sois un peu plus ferme sur les prix, tu es un petit peu en retard, mais en même temps, le joueur, c'est lui qui a le ressenti. Et puis, il y a aussi des choses qui se passent sur le terrain qu'on n'entend pas. Il peut y avoir des insultes ou des choses comme ça, et
et ton joueur il pète les plombs, tu comprends pas, tu dis mais putain il merde quoi, mais tu sais pas ce qui s'est passé, et ce qu'il a pu entendre sur le terrain de la part de l'adversaire ou des spectateurs. Hein. Il faut être à l'écoute de son joueur à la mi-temps. C'est pour ça que moi j'écoute ce qu'ils ont à dire aussi, hein, parce que tu ressens pas tout. Hein. Ouais. Juste là, un thème qui est intéressant là, qu'on peut aborder, par rapport aux joueurs qui pètent un plomb. Est-ce que c'est des choses qui, selon toi, peuvent être travaillées? Est-ce que tu leur donnes des billes par rapport à des moments où ils vont péter un plomb, où ils vont se faire descendre, ce genre de choses? Est-ce que tu essaies de travailler ça à l'entraînement ou alors par la parole quand ils arrivent dans ce genre de situation? Oui, parce que le joueur qui est un peu impulsif, qui est un peu comme ça, agressif ou autre, en match, il est aussi à l'entraînement. Donc tu le ressens ça. Donc il faut y parler. J'avais un joueur là qui avait les yeux. Putain, c'est un mec qui il voulait tout manger et il avait raison d'ailleurs. Et quand il était énervé, il tapait dans les publicités sur la main courante là. On était à l'extérieur et putain, il rate quelque chose ou il est énervé après lui en fait et il met un grand coup de savate dans la publicité, il casse le truc de la pub là. Ah putain, il me fait chier. Je l'ai sorti. Je l'ai sorti. Il était plus apte à jouer. Et à la fin du match, on est allé lui et moi voir l'équipe adverse et on s'est excusé. On est allé voir le président et je dis voilà président, je m'excuse. Et mon joueur, il va vous dire le reste. Il s'est excusé. On a proposé de payer la dégradation. Hein. Ils ont dit non, chapeau, vous êtes excusé. Et du coup, le joueur, du coup, il faisait plus attention à ses excès un petit peu d'humeur comme ça. Il ne faut pas laisser ça passer, Christophe. Mais il ne faut pas le punir. Il faut comprendre pourquoi. C'est un exécutoire, hein, un exutoire le football aussi pour certains. Ils sont peut-être frustrés de leur semaine. Peut-être certains enfants, ils sont violentés à la maison hein, aussi. Hein, voilà, et le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, bah, toute cette frustration-là, ça ressurgit. Voilà, ça sort des oreilles et il s'exprime de façon différente. C'est pas de la violence, c'est un excès et il faut savoir canaliser ça et on est là pour ça. Donc, justement, est-ce que tu essaies de travailler ça aux entraînements par les exercices peut-être pour qu'ils atteignent un peu ce moment de nervosité pour qu'ils arrivent à le maîtriser pendant les matchs? À l'entraînement, moi je demande beaucoup d'intensité, donc qui dit intensité dit engagement. Des fois il y a de la maladresse, des fois il y a des coups. Je suis pas du genre à arrêter l'entraînement parce qu'il y a un mec qui vient de prendre un taquet, voilà. Sauf si c'est grave bien sûr. Mais je suis capable de reprendre le joueur en lui disant écoute, c'est ton copain du football, que ça soit lui ou un adversaire dimanche, je veux pas avoir ça. Tu veux avoir ta place dimanche prochain, oui, je peux le comprendre, mais pas cette façon-là. Il faut pas le mettre en difficulté, le joueur, mais il faut pas non plus lui passer la pommade. Il faut être ferme sur les prix. Il faut qu'il comprenne par lui-même que il n'est pas dans la bonne direction. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé. Tu veux te battre, voilà. T'en veux à tout le monde là. Eh ben, écoute, mardi, je ramène les gants et après l'entraînement, on met les gants tous les deux. Voilà, ça m'est arrivé. Bon, pour l'instant, il n'a pas mis les gants, le mec. Mais s'il aurait fallu le faire, je l'aurais fait. Parce qu'ils ont des choses à exprimer, tu vois. Et je suis pas Pascal le grand frère, hein. Mais quand tu regardes l'émission, ben, en fait, c'est la réalité de la vie. Tu as des esquintés de la vie. Hein. Tu as des petits mecs, ils ont 21, 22, 23 ans. Tu sais pas ce qu'ils ont vécu. Et par le biais du sport, par le biais du foot, ils ont quelque chose à dire. Alors,
tu as des gens qui s'expriment et qui vont te mettre des buts, des dribbles, des machins, ils vont courir dans tous les sens, c'est le top. Et puis, tu en as d'autres, ils sont irrités, tu vois. Et ben, ces gamins-là, il faut leur faire plus attention. Il faut être là derrière eux, il faut être bienveillant. Et il faut savoir aussi les mettre à l'amende quand il faut. Voilà. Il faut avoir un œil plutôt attentif. Et c'est là, c'est le groupe, le capitaine, une fois de plus, qui doit être dans son rôle. Voilà, moi je vais voir mon capitaine et je lui dis, écoute là, Moïse, pour pas dire le mot, Moïse il craint en ce moment-là. Et ça pue là, ce qu'il me fait là. Mais il faut l'aider. Donc au clubhouse là, tu vas t'asseoir à côté de lui pour manger là. Ok, ça marche. Voilà. C'est ça aussi, le clubhouse, le repas du jeudi, le capitana, ça sert à ça. Parce que peut-être les paroles du coach ne suffisent pas. Et si le capitaine lui parle un petit peu et en lui disant qu'il faut qu'il fasse des efforts et qu'il faut qu'il change son fusil d'épaule parce que sinon il va se griller tout seul. Voilà, c'est l'affaire de tous. C'est pour ça que j'insiste, c'est des copains. Et on est copains quand ça va bien et quand ça va mal aussi. Donc on a un copain qui déraille, et ben les 13 autres, il faut qu'ils soient solidaires de lui. S'il fait de la merde et il est complètement ingérable, alors là, voilà, t'es pas dans mon monde et va voir ailleurs si j'y suis, quoi. Voilà. Mais j'ai jamais eu le cas. Jamais vraiment eu le cas. Voilà, si à l'USTB, chez les Turcs, il y a eu une fois, bah, dans la semaine, j'ai été voir le mec chez lui et on s'est parlé un peu dans la bouche. Et puis, bah, après, ça a roulé comme sur des roulettes, quoi. C'était bien. Et c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Donc, de nouveau, communication, quoi. Ouais. Il faut être dedans, hein. Il y a des joueurs. Tu me posais la question tout à l'heure, un peu les entraîneurs d'avant, qui étaient beaucoup axés sur le physique sans ballon et autres, machin. Il n'y avait pas cette communication. Elle n'était pas nécessaire. Ouais. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de coachs qui te disent, moi, je suis pas là pour faire du social. Il y en a beaucoup qui disent ça. Bah, moi, je dis, c'est faux. Justement, c'est ton rôle de faire du social. Voilà, c'est ton rôle. Et encore plus en 2020. Donc, si tu n'as pas envie de faire du social, si tu n'as pas envie de communiquer avec tes joueurs, si tu n'as pas envie de vivre des moments avec eux, fais pas coach. Parce que tu vas te lasser. Et il n'y a rien de pire que la solitude du coach. Voilà, rien de pire. Putain, quand tu es coach et que tu bois une bière tout seul au bar, avec ton presse, parce que bon, il est un peu solidaire de toi, et que tous les copains, il n'y en a pas un qui vient t'offrir une bière ou t'en as pas un qui veut manger un morceau avec toi, parce que tu manges à une table tout seul avec. Ah putain, c'est dur, hein. Ça c'est la solitude du coach, moi je la souhaite à personne celle-là. Mais parce que aussi le coach, c'est pas lui, il se croit au-dessus des autres. T'es pas au-dessus des autres. T'es un meneur d'hommes, ok, on t'a donné les manettes, t'es le chef d'orchestre, mais sans tes musiciens, t'es rien. Donc voilà, faut pas se mettre au-dessus des autres quand t'es coach. T'as une fonction qui fait que, mais tu dois respecter tous tes musiciens. Voilà. Et moi, je me souhaite pas de vivre cette solitude qui doit être terrible à vivre. Ta relation avec le corps arbitral. Comment tu es avec les arbitres? Ah, c'est ma famille, puisque j'étais arbitre officiel quand j'étais plus jeune, je te l'ai déjà dit. Hein, et en plus, j'ai fait les 3/4 de ma carrière en noir, donc j'ai pas de problème avec les arbitres, moi. Ah, les arbitres. Je leur mène la vie dure. Je leur mène la vie dure aux arbitres. Et ils se le disent, et ils ont bien raison d'ailleurs. Ce qu'ils n'ont pas compris, parce que j'ai été invité, alors, Monsieur Vicenne, qui m'a arbitré contre Rochefort, je crois qu'il a mis 30 minutes à me virer du terrain, il m'a mis un carton rouge que je méritais. Voilà. J'étais un peu dans l'excès. Et il a bien fait de me virer. Bon, ça n'a pas changé grand-chose parce que quand tu es de l'autre côté de la main courante, ça t'empêche pas non plus de ramener ta gueule. Et la fin du match, il rentre dans le clubhouse et je lui offre à boire. Et je m'excuse.
D'ailleurs, avant ça, j'ai même été m'excuser dans le vestiaire de chez Rochereau. Ils ont gagné, et c'était bien. C'était un vrai derby, c'était super. Il y avait des supporters, c'était une chouette journée, sauf que bon, on n'a pas remporté la victoire. Et puis moi, j'en ai gros sur la patate. Donc je me suis déjà premièrement excusé de mon comportement à l'équipe adverse. Et après, je me suis excusé auprès de l'arbitre. 8 ou 9 semaines après, il m'appelle. Il me dit, Monsieur Gauthier, j'aimerais vous inviter. Je fais une journée formation pour les arbitres du Bas-Rhin. Ils font des tests et puis après, il y a un échange et j'aimerais vous inviter. Est-ce que vous aimeriez venir? Bien sûr. Et en fait, je leur ai expliqué aux arbitres qu'on était dans le même camp, on avait la même passion, on n'avait pas le même maillot, c'est vrai, mais je pense que tous les arbitres aiment le foot plus autant que moi, voire plus. Mais en même temps, il fallait quand même qu'on se respecte et qu'il ne fallait pas qu'ils prennent les entraîneurs pour des ignares. Moi, je connais les règles de l'arbitrage. Je peux pas te faire voir là, mais j'ai le bouquin sur les règles de l'arbitrage que je connais, je m'y intéresse. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait un petit peu des procédés d'entraînement. C'est vrai que j'ai pas été très très loin là-dedans parce que moi, la Bible du football, j'aime pas trop en parler. Mais tu vois, dans mes procédés d'entraînement, il y a des phases de jeu où justement je me sers des failles de l'arbitrage. Je m'explique. Aujourd'hui, un 6 mètres, tu peux la jouer dans ta surface de réparation et le joueur adverse, il n'a pas le droit de venir te presser. Et donc, moi, je me sers de ça. J'attire le bloc adverse. J'essaye de m'en sortir sur 3 ou 4 touches de balle pour après vite déséquilibrer le jeu et aller vers l'avant. Force est de constater que quand cette nouvelle règle est sortie, elle n'a pas toujours été comprise par les arbitres eux-mêmes. Voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Donc, quand je trouve que l'arbitre il n'est pas au niveau, je lui dis. Ça fait pas plaisir, c'est normal. Autant qu'un arbitre peut me dire, Monsieur Gauthier, vous n'êtes pas au niveau. Ouais, c'est ton ressenti. Donc, autant que je suis très 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 exigeant avec les joueurs, je suis très 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 exigeant avec moi-même, et du coup, je suis très très exigeant avec les arbitres. Sur un truc que je ne dis jamais rien, c'est sur les hors-jeux. Et je rêve d'arbitre, de coacher au moins en district 1, ça va peut-être m'arriver un jour, Inch'Allah, parce qu'il y a 3 arbitres officiels. Et donc sur les hors-jeux, par exemple, jamais je ne dirai quelque chose à l'arbitre central qui s'est trompé ou pas sur un hors-jeu. C'est tellement aléatoire, c'est tellement dur, déjà qu'on est sur la ligne, c'est dur. Donc pour l'arbitre central, c'est encore, et qui est tout seul, c'est encore plus dur. Donc oui, je suis un sale con, encore une fois, je pense avec les arbitres. Pas tous, bien sûr, mais je suis tellement exigeant et ils le savent. Un jour, il y a un arbitre qui vient me voir, il me dit, Monsieur Gauthier, quand j'ai su que j'étais désigné, je savais que j'allais pas spécialement passer une bonne journée, mais je savais aussi qu'il fallait que je sois bon. Il se mettait un peu la pression, à loin de moi de me mettre au-dessus des autres, parce que et j'aime ça l'arbitrage. Dès que je peux arbitrer un match amical ou pour les jeunes et tout, je suis le premier à prendre le sifflet. Il y a des très très bons arbitres. Par contre, voilà, faut être dans la com, c'est-à-dire que il n'y a pas Canal+, hein. Donc c'est-à-dire que si le match il commence à 16h03, il commence à 16h03. S'il n'a pas commencé à 16h, il faut faire preuve de discernement. C'est comme dans mon métier, Christophe. Je suis fonctionnaire de police. Donc voilà, je suis un peu l'arbitre. Hein. Quand j'ai tort, j'ai quand même raison. Bah oui, c'est bête, mais c'est comme ça. Rien n'empêche après les contrevenants de faire une petite lettre en disant ouais, le mec qui m'a contrôlé, qui m'a mis la contravention, il a fait un abus d'autorité ou autre. Ça c'est. Après je m'en explique. Ça n'est jamais arrivé non plus, mais bon. Et l'arbitre c'est pareil. Même s'il a tort, il a raison. Mais il peut se tromper, mais je veux qu'il soit dans la communication. Voilà, les mecs, ils arrivent là, ils rentrent dans le vestiaire, ils te font tout un truc. Voilà.
Le mec, il n'a pas le tip-top de la même couleur que les chaussettes. J'ai une anecdote. J'ai un joueur qui a un bracelet brésilien. D'accord? Les trucs que tu fais l'été. C'était sa grand-mère qui était en EHPAD, qui l'avait fait sur un atelier machin. Elle avait offert ce collier, ce bracelet brésilien, qui ne représente aucun danger, hein, à son petit-fils. Le petit-fils, il le mettait. La grand-mère est décédée. Et c'est le cadeau que sa grand-mère lui avait fait. L'arbitre, il voit ça, le mec avec un bracelet brésilien, en laine. Vous m'enlevez ça. Et monsieur l'arbitre, je pourrais vous parler, s'il vous plaît? Non, non, non. Il doit l'enlever. J'ai dit, il peut au moins mettre un élastoplaste, quelque chose autour. Il l'enlève, sinon il ne joue pas. Je vais le voir dans son vestiaire à la fin. Je lui explique. C'est sa grand-mère qui lui a offert. Elle est décédée. C'était un atelier en EHPAD. Ne lui faites pas ça, s'il vous plaît. Je m'en fous. Je crois que l'arbitre, il a passé 90 minutes comme il faut. Je l'ai déboîté. J'avais la haine. C'est tellement injuste. Tu comprends? C'est t'es arbitre, ok, mais fais preuve de discernement. Je trouve ça anormal. Voilà. Toi, c'est une anecdote. Et il y a des super arbitres, il y a des bons mecs, même qui n'ont jamais joué au foot, ils comprennent tout parce qu'ils sont dans la communication, ils sont dans le dialogue. Monsieur Gass, Marc, que beaucoup de gens le connaissent, il a fait l'unanimité partout. Il allait arbitrer on et off, il était connu et respecté. Il allait siffler à Lauterbourg, c'était la même chose. Il allait siffler à Nancy, c'était la même chose. Pourquoi? C'était un peu, voilà, un peu le Wurt, un petit peu comme ça. C'était un très très bon arbitre, mais surtout, il était respectueux et il communiquait avec les joueurs et avec les entraîneurs. On manque de gens comme ça, Christophe. J'aimerais que M. Gass puisse avoir de l'influence sur tous ces arbitres et qu'il s'inspire de ce monsieur avec un grand M, voilà, que j'aime bien. Et du coup, même un arbitre comme ça, quand il se trompe, bah, tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes tout. Il peut se tromper 3 ou 4 fois. Il peut t'avoir coûté un match, mais tu vas lui pardonner à ce monsieur-là. Parce qu'il a une approche qui est. Ah, ça se voit qu'il aime les gens, lui. Ça se voit. Et ça ne l'empêche pas d'être impartial. Donc, ouais, j'ai un peu de mal avec les arbitres. Il faut que je le prenne sur moi. Dans le cadre de mon BMF, on me l'a demandé. Et ils ont bien fait, d'ailleurs. Mais c'est nos amis du football, les arbitres. Et sans eux, on ne peut pas y arriver. Donc, il faut qu'on soit main dans la main. Mais voilà, moi, je leur tends la main. J'ose espérer qu'un jour, ils vont l'accepter. Monsieur Vicenne l'a fait. C'est tout à son honneur. Et voilà, c'est ce que je voulais dire sur les arbitres. Et j'en profite si certains nous écoutent et regardent la vidéo. Voilà, au plaisir de les voir. Et je m'excuse si je leur ai un peu mené la vie dure sur certains matchs. Et juste pour revenir sur un exemple concret, quand tu ne connais pas un arbitre pendant un match, est-ce que tu essaies un petit peu de le sentir, de le juger et de voir si c'est entre guillemets un arbitre compétent, ou alors tu essaies de voir s'il a des failles et d'en profiter? Est-ce que tu es ce genre de coach? Ou alors parfois il y a des coachs qui vont beaucoup parler pour voir jusqu'où tu peux aller et pour un petit peu l'influencer d'une certaine manière. Ou alors tu essaies de rester, je ne vais pas dire neutre, mais rester dans ton match, et si le gars il est bon, il n'est pas bon, c'est peu importe. Non. C'est-à-dire que quand je sens qu'un arbitre il est un peu fébrile ou il fait preuve pas trop d'assurance ou c'est un jeune arbitre qu'on a fait peut-être de monter d'un cran, je vais peut-être t'étonner, mais j'essaie d'être bienveillant avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je pourrais dire à d'autres arbitres qu'à lui je ne vais pas lui dire. Parce que voilà, et on a tous démarré, donc non. Par contre, tu vois, tu me parlais tout à l'heure de la préparation de mes matchs. Je fais attention à la nomination des arbitres. Et je me renseigne sur les arbitres. C'est-à-dire que quand je me renseigne,
Je sais que je suis arbitré par tel arbitre. J'essaie de savoir pour qui il arbitre. S'il a déjà arbitré dans notre division. S'il a arbitré des matchs de notre championnat. Et je vais même plus loin, hein, tant pis, hein, je le dis, je te dis, quand j'ai accepté l'interview avec toi, je t'ai dit que je resterais honnête et je me défilerais pas vers les questions. Et je regarde même leur profil Facebook. Je prépare mon match, en fait, aussi bien contre l'adversaire, mais aussi avec l'arbitre. Et finalement, quand tu t'intéresses un petit peu au mec qui va être arbitré, tu as déjà beaucoup d'éléments et tu vas peut-être être plus indulgent sur certaines choses. Voilà. Donc voilà, je me renseigne, je prépare mon match comme eux ils le font aussi. S'ils ils arbitrent Schirheim contre Oberhofen par exemple, déjà ils vont dire voilà c'est un derby, ils vont regarder combien ils sont deuxième ou troisième au classement, qu'est-ce qu'ils ont fait au match aller. J'ose espérer que les arbitres se renseignent sur les matchs qu'ils vont arbitrer. Puis ils peuvent aussi aller sur mon profil Facebook pour voir ce que j'y raconte. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un livre ouvert sur la vie. Il y a des gens qui racontent tout sur Facebook, d'autres qui sont un peu plus humbles, d'autres voilà. Donc, à partir du moment où c'est libre accès, on a le droit d'aller voir le profil de M. Gasmark ou d'un M. Vissen. Et du coup, ça nous donne des indications. Voilà, il y a des arbitres, tu vois que c'est des amoureux du football, quoi. Ils mettent des belles photos, ils participent à des beaux projets. C'est des mecs qui sont impliqués dans la vie de leur club. Donc, ces garçons-là, même s'ils font une couille pendant le match, ils disent ben, c'est un mec comme moi, donc il est autant amoureux de football que moi, et là, ils viennent se tromper, et je laisse tomber, c'est pas grave. Par contre, si tu vois d'autres profils où des fois tu vas être un peu moins. Voilà, tu dis, ah, c'est pas bon ça. Dernière question justement sur l'arbitrage. Si tu connais l'arbitre, si tu as eu un vécu on va dire négatif ou positif, peu importe, est-ce que tu en parles aux joueurs? Non. Non. Tu vas pas leur dire, ouais, cet arbitre, ça s'est mal passé, attention. Jamais. Voilà, il faut si quand bien même j'ai eu quand bien même si j'ai eu des déconvenances avec un arbitre il y a 2 ans ou 3 ans dans un club précédent ou même après un match jamais je ne parle de l'arbitre dans le vestiaire. Je veux pas influencer les joueurs par rapport à l'arbitre qui vient. Moi j'ai pris des éléments par rapport à lui. Peut-être qu'on s'aime bien, peut-être qu'on s'aime pas, mais il est hors de question que je vienne influencer le match et le comportement des joueurs par rapport à l'arbitre. Je sais que beaucoup, il y a toujours un petit mot pour l'arbitre dans la causerie. Ouais, faites gaffe, rappelez-vous, il y a 2 ans, ouais, il y a nani nana. Jamais. Voilà, c'est un autre match. Voilà, et puis les joueurs rapidement ils vont voir si le mec il reste au milieu du terrain et il siffle à 60 mètres, ils vont voir si le gars il est proche des joueurs, proche des actions, s'il est bienveillant avec eux. Donc ça les joueurs ils vont le ressentir et donc c'est pas à moi de les influencer par rapport à ça. Jamais je ne parle de l'arbitre dans le vestiaire.